18h42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous recevons Joshua Zarka. Bonsoir à vous, ambassadeur d'Israël en France. On va revenir sur les raids intenses qui sont menés en ce moment même par Israël, à Téhéran, contre les gardiens de la Révolution et la présidente Evin, ce qui a fait réagir beaucoup le président Macron. On a aussi des informations selon le fait que des explosions seraient entendues à Doha, la capitale du Qatar. Peut-être que vous aurez aussi des informations à nous donner. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parte en Israël, rejoindre nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux, vous êtes à Tel Aviv, vous vivez le quotidien des Israéliens depuis quelques jours, Régine, les Israéliens évidemment qui vivent au rythme des bombes et des missiles iraniens, c'est bien cela ? Oui, absolument, Laurence, puisque il y a eu cette nuit à 3 heures du matin une alerte pour un seul missile. Alors l'objectif, on le voit aussi du régime des Mollahs, c'est d'épuiser cette guerre psychologique, d'épuiser aussi les Israéliens, parce que vous imaginez quand vous réveillez à 3 heures du matin, alors que toute la journée ça a été aussi comme cela, à 10h30, toujours heure israélienne, il y a eu encore une autre alerte. On sait qu'il y a des alertes aussi dans le nord d'Israël. Alors tout le monde vit sur le qui-vive. D'ailleurs, le haut commandement n'a pas allégé les restrictions. On est vraiment en état d'urgence maximale ici en Israël. Et je voulais aussi aborder un point avec vous, Laurent, c'est par rapport à la déclaration de Jean-Noël Barrot concernant la prison d'Evin et cette frappe chirurgicale, puisque c'est une frappe chirurgicale qui a visé en fait la porte de cette prison pour que les prisonniers politiques puissent sortir. Alors, vous le savez, il a condamné cela par rapport à Cécile Collère et aussi Jacques Paris, puisque ça mettrait en danger leur vie. Alors, les Israéliens là-dessus sont unanimes. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas croire que c'était vrai, cette déclaration, puisque beaucoup m'ont dit, mais en fait, ça fait 3 ans qu'ils sont emprisonnés dans les geôles iraniennes, que rien n'est fait, que là, on leur permet de pouvoir sortir, et ils sont en train de nous accuser d'attenter à leur vie. Et maintenant, la France demande l'arrêt des frappes d'Israël en Iran, mais on marche sur la tête. Jusqu'où le gouvernement français va-t-il aller dans ce positionnement contre cette guerre ? Merci beaucoup Régine Delfour, Fabrice Elsner pour ce témoignage en direct de Tel Aviv. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez l'étonnement des Israéliens qui disent « mais que cherche la France, que fait la France en fait ?» Je comprends l'inquiétude, franchement, c'est des otages, bien sûr. Et on pense à eux et à leur famille. Voilà, donc nous avons nos otages, nous pensons à eux aussi. Je comprends tout à fait l'inquiétude, mais il faut dire qu'on a tiré sur les portes et les baraques, disons, l'endroit où se trouvent les prisonniers politiques sont à quelques centaines de mètres de là. Alors, il y a des prisonniers américains aussi, alors on n'a pris aucune chance dans cela. Aucun risque en tout cas. Aucun risque, aucune chance, c'est aucun risque pour ne pas justement les toucher. Mais ce qui m'étonne, c'est surtout la réaction, pas du gouvernement français, mais de certains partis en France qui n'ont rien dit, pas un mot au sujet des otages qu'il y avait, des otages français qu'il y avait entre les mains de Gaza, et qu'un d'un seul coup se réveille. D'un seul coup, la question des otages les intéresse. Évidemment. On va juste écouter Emmanuel Macron, il est à Oslo en Norvège, il a évoqué cette question de la frappe israélienne sur la prison d'Evin. Vous réagirez ensuite. Sur la frappe, en effet, ce matin, je pense qu'elle n'a rien à voir avec les objectifs officiellement affichés. Elle ne réduit en rien le programme nucléaire iranien et elle a mis en danger la vie de civils iraniens et étrangers. Le ministre des Affaires étrangères iranien a pu échanger avec notre ministre des Affaires étrangères et il a assuré que nos 2 otages n'avaient pas été touchés. Votre réaction, monsieur l'ambassadeur ? Encore une fois, les otages, les prisonniers politiques, les otages français, les prisonniers politiques, les otages américains, etc., n'étaient pas en danger parce qu'on a très bien visé. Mais on a touché surtout des Basij et les gardes de la Révolution. Et l'idée est vraiment d'envoyer un message aux Iraniens. Voilà, vous avez l'occasion de vous débarrasser de ce régime. Vous avez l'occasion de libérer vos prisonniers politiques. Et c'est vrai que ça fait des années et des années que le monde attend que cette prison s'ouvre. Donc, une des pires prisons au monde. Une des pires prisons au monde. Le but d'Israël, monsieur l'ambassadeur, c'est de faire tomber le régime? C'est le changement de régime aujourd'hui? Non, ce n'est pas le but. Là, c'était vraiment... C'est un message qui est envoyé aux Iraniens. Plus vous continuerez à tirer sur nos civils, plus nos frappes
s'élargiront vers des cibles qui peuvent vous faire très mal, qui ne sont pas seulement liées aux missiles balistiques et au programme nucléaire. Donc c'est vraiment un message, mais ça va continuer. Alors tant qu'ils continueront à frapper sur nos civils, parce qu'ils tirent sur nos civils régulièrement, tant que ça continuera, nous continuerons à élargir la panoplie des cibles et leur envoyer des messages disant que tout ce qui peut faire mal au régime, pas aux Iraniens, pas au peuple iranien, mais tout ce qui peut faire mal au régime et au peuple et aux gardes de la révolution, etc., deviendront des cibles. J'ai une question et après je passerai la parole à nos débatteurs. Est-ce que la campagne de frappe aérienne, notamment américaine, vous permet de dire qu'aujourd'hui, tout l'arsenal nucléaire iranien est anéanti, monsieur l'ambassadeur? Il n'y avait pas d'arsenal nucléaire. En tout cas, il y avait matériel. des capacités d'arsenal. Tout le matériel. Tout, c'est encore trop tôt de le dire. Il faut dire que nous n'avons pas encore ce qu'on appelle dans le terme professionnel le BDA, le retour exactement de ce qui a été fait. Mais je dirais qu'une grande partie du matériel, ça on le sait déjà, a été détruit. Et en plus, les scientifiques qui travaillaient sur le programme de la bombe nucléaire, eux aussi ont été éliminés. Donc nous nous approchons de nos cibles. D'accord. Louis de Ragnel, une question. Monsieur l'ambassadeur, si le régime des Mollahs tombe, chute, quelle solution politique aimeriez-vous voir en Iran? Mais c'est vraiment aux Iraniens de choisir. Ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas de préférence à cela. Ce que nous voudrions, c'est vivre en paix avec eux. C'est simple, vivre en paix avec les Iraniens. Et nous n'avons aucune raison de ne pas vivre en paix avec eux, surtout que les peuples sont amis. Mais c'est vraiment aux Iraniens de choisir quel genre de régime, que ce soit démocratique ou autre, ils veulent choisir. C'est pas à nous de pas une préférence. Parce qu'on entend en France, vous voyez, on voit le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui d'ailleurs cet après-midi a fait une conférence de presse. Vous n'y verriez pas d'obstacle à ce que ce soit lui qui revienne en Iran? Qui est un ami et qui est un grand ami d'Israël. Tant que ce n'est pas les Mollahs, ça va. Oui. Okay, c'est très clair. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous tuer. Pour nous, c'est bon. Une confirmation, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, les explosions qu'on a entendues à Doha, au Qatar, c'est bien l'Iran qui a lancé 6 missiles contre les bases américaines au Qatar. C'est-à-dire là, on franchit encore une autre étape. Ce sont les bases américaines désormais qui sont ciblées par l'Iran? S'ils touchent les Américains, ça va être, je pense, un danger pour le régime, là. Parce que je pense que les Américains ne vont pas se laisser faire si facilement. Et il y a, disons, nos capacités sont quelque chose, mais les capacités américaines de déstabiliser le régime, de faire du mal, disons, au régime dans les points les plus sensés possibles, est à un autre niveau totalement. Ça m'étonnerait qu'ils ciblent d'une telle manière qu'effectivement des soldats américains soient tués. Ils voudront sauver leur honneur, si possible. Mais ça m'étonnerait vraiment, parce que c'est vraiment suicidaire. Bien sûr. Les frappes américaines, évidemment, ont été déterminantes ce week-end, mais l'aviation israélienne avait énormément préparé le terrain pour détruire ces stocks d'uranium. Les stocks d'uranium, on ne sait pas si. Voilà. Est-ce qu'ils ont été touchés ou pas? Question. On ne sait pas. Je pense que s'ils avaient été touchés, on l'aurait ressenti dans le niveau de radiation, à cause de la radiation qui aurait apparu. Alors donc, on ne sait pas ce qui se passe avec encore. En tout cas, je n'ai pas d'informations au sujet des 400-450 kilos, si je me trompe, d'uranium enrichi à 60%. Par contre, qui aurait pu être déplacé. Qui aurait pu être déplacé. S'ils étaient dans Fordo quand les Américains ont touché Fordo de la façon dont ils l'ont fait, j'imagine qu'on l'aurait senti. Ça aurait été ressenti dans l'atmosphère. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais oui, effectivement, on avait préparé d'abord les frappes, on avait énormément frappé, et non seulement cela, mais j'ai vu un très beau vidéo sur le réseau, qu'on voit des avions israéliens entourer justement les B-2 américains qui s'approchent de l'Iran pour les accompagner et les garder, disons. Une question de Joseph Massescaron et après Rachel Kahn. Est-ce que l'action qu'Israël a menée contre le Hezbollah a permis d'une certaine manière aujourd'hui de mener les actions qui sont menées en Iran? Tout à fait. Alors, si j'ai 2 minutes, je vous explique. Parce que l'Iran avait créé autour de nous une architecture qui lui permettait de nous dissuader d'un côté, et de l'autre côté, si jamais nous opérions contre l'Iran, de nous attaquer sur quelques fronts. Ce qui s'est passé après la guerre du 7 octobre, c'est que les Iraniens ont utilisé toute cette architecture, tout leur proxy, et l'ont gaspillé. Nous ne sommes plus dissuadables par le Hezbollah, par les Houthis, etc. Et donc ça nous a libérés de cette menace. Et ça nous a permis d'attaquer l'Iran comme nous l'avons fait,
quand ils ont croisé un certain seuil. Alors, Rachel Kahn, une question. Moi, j'avais une question. À l'ambassadeur Aujourd'hui, on d'Israël en est plus France. dans le militaire et on entend les diplomates et notamment le Quai d'Orsay nous harceler du mot cessez-le-feu, la paix, le droit international. Est-ce que vous, en tant que diplomate aujourd'hui, vous travaillez avec d'autres diplomates à travers le monde pour faire avancer le droit international, pour que nous ayons un droit international du terrorisme qui consacre le fait que le terrorisme est un crime contre l'humanité? Alors ça, c'est une grande, grande question, ce qui n'est pas seulement... Gadol. Exactement. Parce que vous savez, quand on a commencé de s'occuper légalement de la question du terrorisme, il y avait une intention de créer des instruments multilatéraux légalement contraignants à l'ONU afin d'interdire l'utilisation de cette arme par des régimes comme le Mollah, etc. Malheureusement, tout ce que nous avons eu à ce sujet, c'est des résolutions et quelques accords dans le domaine du financement du terrorisme. Et là aussi, ils ne sont pas vraiment robustes comme il le fallait. C'est une guerre, c'est une bataille qui a un lieu, mais qui est très longue. C'est un marathon, c'est un triple marathon. J'avais le sentiment que Donald Trump, quand il parlait, il consacrait finalement que le terrorisme était un crime contre l'humanité. Exactement. Là est la grande question. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent des juristes voient, bon, là, c'est noir et blanc. Et quand ce qu'il se passe sur la scène internationale, c'est toujours dans le gris. Et donc, il y a un énorme problème avec le fait que des fois, la loi internationale n'est pas mise à jour pour s'occuper des questions qui ont lieu aujourd'hui. Joshua Zarka, vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. On voit que la position française est assez floue, mais on sait que le président Macron redoute des attentats terroristes sur le sol de France. Nous avons été meurtris depuis 30 ans par toute une litanie de morts et d'attentats commis par des islamistes. Mais il y a le chancelier Merz qui, lui, est très clair. Il approuve les frappes américaines en Iran. Il dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir frappé ces positions iraniennes. Quelle est votre réaction ? D'abord, bon, c'est pas à moi de le faire, mais je félicite quand même le chancelier allemand parce que c'est vraiment, il faut du courage pour dire quelque chose comme cela. Son territoire a été attaqué par le terrorisme iranien il n'y a pas longtemps. Une synagogue avait été ciblée par le terrorisme iranien, par les gars de la Révolution, il y a 2 ans, si je me trompe. Vous savez, bon, nous avons notre position. Pour ce qui est de notre droit de nous défendre, c'est clair. Je pense que le président français n'en doute pas et il l'a dit d'une façon très claire. Et parce que nous étions en guerre avec l'Iran, donc c'est une continuation de cette guerre. Ce serait bien s'il y avait une voix claire et nette de la communauté internationale au sujet du fait qu'il y a un régime qui veut nous détruire, qui essaye de nous détruire. Vous savez que j'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait une pancarte électronique à Téhéran qui, vous savez, avec l'horloge, combien de jours jusqu'à la destruction d'Israël. C'est comme celle qu'il y avait ici pour les Jeux Olympiques. C'est assez incroyable. Alors, un régime comme celui-là, ça doit être clair et net pour toute la communauté internationale qui n'a pas le droit de menacer un pays de cette manière. Et malheureusement, ça ne l'est pas. D'accord. Et les frappes vont durer encore longtemps, selon vous ? Je ne pense pas. Ça dépend du développement et de la continuation des tirs iraniens contre la population civile en Israël et aussi contre les États-Unis, parce que là, ça pourrait développer quelque chose d'assez important. Mais comme je le disais auparavant, nous nous approchons de la fin des buts que nous avons définis. Ce n'est pas de la fin, mais de l'aboutissement de ces buts. Et donc, nous y arrivons. Merci beaucoup, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, d'être venu dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour expliquer vos positions et l'avancée des opérations.